non pas vers la ville ou vers la Belgique, mais vers elle-même. Et que le problème essentiel du quartier, si on voit rapidement cette carte, vous avez Moucron, sur lequel le quartier, tout le temps, voit de l'autre côté des arbres, de l'autre côté des immeubles de la Belgique, mais jamais ne peut traverser. Alors qu'historiquement, nous avons trouvé des cartes, notamment quand la Bourgogne, le quartier de la Bourgogne qui s'appelle la Bourgogne parce qu'il y avait une ferme, qu'on appelait la ferme de la Bourgogne, et il y avait un passage à Moucron. Donc à droite, là où il y a le trait rouge, là où. Ah, mais si vous changez les cartes tous les 11 secondes, c'est très amusant, c'est difficile à expliquer. La Belgique, du coup, est tout à fait au nord, elle longe grosso modo de l'hôpital, les terrains de sport, avec la salle Camus, et puis ensuite le quartier de la Marlière. Et en fait, pour aller à la Belgique, il n'y a possibilité que passer par la rue d'Isère, c'est-à-dire finalement le pont de ville, ou la Marlière, c'est-à-dire finalement en dehors du quartier de la Bourgogne. La Bourgogne est un quartier comme si on ne voulait pas qu'il y ait de passage avec le reste de nos amis et alliés belges, alors que nous avons 17 points de passage entre Tourcoing et la Belgique. Il y a 17 points d'échange entre Tourcoing et la Belgique, et aucun dans le quartier qui pourtant a le plus de mètres carrés avec la Bourgogne. Ensuite, c'est un quartier qui est enfermé sur lui-même, d'abord parce que, comme vous l'avez dit très bien, entre le cimetière et l'hôpital, on a l'impression qu'on ne peut pas pousser le quartier du côté du front de ville, parce que le cimetière est là, on ne va pas déménager les tombes du cimetière, et que vous avez par ailleurs au sud le site Le Poutre, les anciens la Redoute notamment, et puis le périphérique tourquenois qui bloque. Et après, côté la Marlière, vous avez des grandes étendues d'herbe qui grosso modo, de l'allée Ménivanout jusqu'au centre social de la Marlière, enferment le quartier. Et donc, pour répondre à votre question, nous, on est très favorable, on a un point de différence majeur. On est très favorable à cette ouverture à la Belgique. Parce que, d'abord, c'est symboliquement quelque chose de très important que nous devons discuter avec la Bourgogne de Moucron. Parce que Moucron, évidemment, on se pose des questions d'avoir une voie nouvelle pour entrer dans sa commune. Mais ça évitera, à mon avis, aux habitants de la Bourgogne de se considérer comme des gens qui doivent sortir de leur quartier pour aller ailleurs. Alors que c'est un quartier qui doit permettre normalement, parce qu'il est frontière, et pas une frontière fermée, et de pouvoir s'ouvrir. Je terminerai sur un point qui est très important qu'on n'a pas souligné, notamment pour les ministres. Dans la métropole lilloise, il y a désormais 7 mandats, les maires de Tourcoing, de Roubaix et de Lille se sont entendus quand le général de Gaulle a créé la communauté urbaine, il l'a créée par décret, parce que les maires de Tourcoing, de Roubaix et de Lille ne pouvaient pas se marier. Donc il a forcé à ce mariage, et on a fait un métro. C'est un des premiers métros, c'est même le premier métro automatique qui a été fait sur le territoire national. Et ce métro, il a suivi, contrairement à d'autres métropoles, un parcours politique. Il fallait à la fois que le maire de Lille-Place, le maire de Lille, le maire de Roubaix et le maire de Tourcoing soient contents. Et donc le métro, notamment la ligne 2, elle suit exactement ces 3 grandes communes, ce qui fait qu'on met à peu près 1h10 pour faire un point à un autre métro. Et nous sommes ici à la Bourgogne, nous avons des transports en commun, on a le métro, on n'a pas besoin de le faire venir, contrairement au quartier lyonnais par exemple, où dans les quartiers publics de la ville ont été sortis les transports en commun, on n'a pas de problème de mobilité à la Bourgogne. Mais ils se sont arrêtés, nous sommes en fin de station. Ici on est en fin de station, on est en fin de ville, on est en fin de région, on est en fin de pays. Nous sommes dans une ville de frontière, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de montagne avec la Belgique, et pourtant on peut pas y aller. Il n'y a pas de route. On est en fin de tout. On est en fin de tout. Et c'est normal qu'un quartier et les habitants se sentent périphériques s'ils sont en fin de tout. En fin de ligne de métro, en fin de ligne de bus. J'ai vu un projet très intéressant et très ambitieux. Pourquoi vous parlez comme quoi? Parce que c'est vrai que la rénovation urbaine, c'est aussi l'occasion de faire de l'emploi local par les clauses d'insertion. Et je pense intelligemment, avec cette volonté de le faire en mode économie circulaire, parce que ça va nous permettre de créer ensemble une filière d'avenir et des emplois pérennes. Et ça, c'est important. Et je peux aussi vous témoigner, comme maire de Roubaix, je n'étais pas plus tard que ce matin sur le site Blanchemaille, on a anticipé cette volonté de reconquérir ainsi que les sites par la route, et aujourd'hui, c'est déjà 200 emplois. Et on l'a fait avec Euratech. Ça, c'est un modèle qui marche bien et qu'on est prêt. Là, je reprends la casquette région, à développer sur d'autres territoires. Ça nous permettra de gagner beaucoup de temps, de faire gagner des emplois locaux, de faire revenir du développement économique. Parce que si on tire les leçons de l'ANRU 1, même quand il y a eu des choses remarquables peut-être pour le logement, ça a souvent échoué quand on ne mettait pas de moteur économique. Et pour ça, vous pouvez compter sur le soutien de la région,
dès la phase 1 sur la construction de la halle commerciale, parce que quand on choisit un quartier, on a tous besoin de commerce de proximité et il y a un vrai travail de reconquête. Je sais que avec les actions de cœur de ville et cœur de quartier, le gouvernement s'y colle. Je le dis d'autant plus, je le disais très amicalement, et Julien Denormandie, on n'a pas toujours été d'accord dans le terme des début de mandat sur un certain nombre de choses, mais on est capable de travailler ensemble pour l'intérêt général. Et c'est vrai que cette dominante emploi, elle doit faire la particularité du projet et elle fera le retournement du quartier dans le temps, soyez-en sûrs. Et c'est vrai qu'on a la particularité, depuis maintenant bientôt 3 ans, la région, avec Xavier Bertrand, de regarder toutes les politiques et tous les euros investis en fonction de la capacité à générer de l'emploi, parce qu'on sait que fondamentalement, c'est ça qui va permettre le retournement. Vous l'avez compris, en tant que voisin, mais aussi en tant que vice-président à la région, vous pouvez compter sur mon soutien. Petit clin d'œil à Sébastien Lecornu, mais je me rappelle d'être venu un dimanche après-midi pour soutenir un candidat et tenir un bureau aux élections cantonales. Ça m'avait permis de découvrir la Bourgogne, et c'est vrai que pour moi, qui a Roubaix est aussi une tâche importante en termes de quartier politique de la ville et de rénovation urbaine, je pense que c'est bon de se partager les bonnes pratiques, ça nous permettra de gagner beaucoup de temps et de construire avec les habitants. Je ne connaissais pas cette citation de Simone Veil, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a tous compris qu'on ne ferait pas le bonheur des gens malgré eux, mais qu'on avait à travailler ensemble. Merci de votre écoute, et puis du coup, vous pouvez compter sur mon soutien comme voisin et comme vice-président de la région Maine-Thionne. Moyens qui seront mis en œuvre à la disposition des habitants du quartier pour les accompagner dans leurs projets associatifs, pour les accompagner dans leurs projets économiques et également accompagner le centre social et plus largement l'activité associative. Je vous remercie. Merci, monsieur Lefebvre, de votre vision partagée dans l'ambition du projet. Et comment on attire de nouveaux habitants? Alors, d'une part, sur la question de la sécurité et de la sûreté. Nous avons commencé dès le début du projet à travailler avec des bureaux spécialisés sur, effectivement, le type ESSP, c'est-à-dire sur la sécurité et la sûreté. C'est aussi l'un des enjeux de retravailler la trame, la voirie, le maillage du quartier de façon à ce qu'on évite les impasses, les sacs, finalement toutes les chicanes qui ont été placées, les mobiliers urbains, les cailloux qu'on a disposés, qui empêchent les forces de l'ordre d'intervenir, mais qui n'empêchent pas les voyous de passer en scooter, en moto. Voilà. Donc il y a des enjeux importants de sécurité, parce que aussi la reconnaissance républicaine et la sécurité, c'est le premier droit des habitants. Donc c'est un des enjeux de ce projet de rénovation. Ce n'est pas le seul. La qualité architecturale, effectivement, c'est une donnée de mieux bien vivre ensemble avec nous. La reconstruction de logements à taille humaine dans des petits ensembles concourt aussi à cette notion de sécurité et de bien vivre ensemble. La reconstruction de l'œuvre scolaire de qualité qui permettra aussi d'attirer aussi de nouveaux habitants permettant de pouvoir se projeter en se disant bah oui, il y a un niveau scolaire qui fonctionne bien, dans lesquels il y a un vrai projet éducatif, nous en parlions tout à l'heure, du projet éducatif transitoire, mais aussi à demain, sur le quartier de la Bourgogne. L'ensemble de ces objets devraient nous permettre de gagner le pari de la rénovation humaine de la Bourgogne. Monsieur Guel, une décision, vous avez parlé de marché public tout à l'heure. Sur l'ANRU 1 Bélancourt-Courillon corrompu, ça a été plus de 120 000 heures d'insertion qui ont été confiées à des jeunes, notamment de Tourcoing, alors du quartier, mais aussi des quartiers de corrompus, mais aussi d'autres quartiers d'Antéco, et notamment du quartier de Bourgogne. Si je fais une règle de 3, vous imaginez aujourd'hui peut-être plus de 250 000 heures d'accompagnement pour des jeunes en difficulté pour les remettre sur le chemin de l'emploi. De la formation, une formation employante. Merci. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, bienvenue à nous autres. Je salue aussi les habitants. Je voudrais excuser le retard de mon collègue et excuser l'absence de mes collègues qui, comme beaucoup de collègues de la majorité, n'ont pas pu s'y libérer et pour donner je cesse du temps pour se libérer. Juste une petite remarque, monsieur, je vous salue, je vous remercie de la qualité de vos présentations.
mais j'ai vraiment le sentiment d'être une privilégiée parce que tout au fond, on arrive à bien voir le PowerPoint. Voilà, je voulais juste le dire, c'est souvent le cas dans nos assemblées, et moi je suis signée d'une proximité, et je voudrais vraiment vous relayer de manière à ce que tout à chacun puisse y participer. Regretter de ne pas avoir eu des documents aussi en présentation lors d'une commission. Une commission vient d'avoir lieu il n'y a même pas 10 jours. Voilà, mais je ne resterai pas sur le regret, je vais aller sur le projet, qui est un projet ambitieux, qui est un projet dans la tradition tourquenoise, parce que comme vous l'avez souligné, il y a eu 2 projets de rénovation. Alors par rapport à l'enclavement du quartier, au niveau, j'ai bien entendu vos remarques par rapport à la Belgique, mais moi je me pose une question en tant qu'élu, c'est quel intérêt aussi pour les Belges de permettre ces enclavements. Et soyons fous, je me posais la question, pourquoi ne pas prolonger la ligne du métro? Pourquoi ne pas donner plus de facilité de mobilité aux habitants de la Bourgogne qui, comme d'autres habitants de Tourcoing, travaillent bien souvent en Belgique? Voilà, une question, peut-être un projet. Nous sommes là de toute façon du passage du projet au contrat, et je pense et je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à remanier. Au niveau du relogement des habitants, vous l'avez dit, ça va être un chantier de 15 ans. Donc le temps des vies n'est pas le temps des gens. Je pense que c'est important de le dire et d'en avoir tous conscience collectivement. Comment se positionne nos villes voisines? Alors, non pas être regroupées, parce que je pense qu'elles sont elles-mêmes dans des projets de rénovation urbaine, mais nos villes voisines, comme Mont, Pineville, qui n'hésitent pas à avoir des partenariats, des conventions de partenariat avec la ville de Tourcoing, comme par exemple pour l'utilisation de notre restauration scolaire, de notre conservatoire. Comment peuvent-ils nous aider à accompagner les habitants de la Bourgogne qui demain ne doivent pas se retrouver à la rue? Et je pense bien évidemment que ce n'est pas votre projet. Je voulais aussi intervenir au niveau de l'emploi, de la formation, du lien avec la formation initiale notamment. Vous avez abordé et présenté beaucoup de projets et beaucoup d'idées. Moi, je me positionne aussi en tentant d'avoir une réflexion aussi sur ce dont nous disposons à Tourcoing. Quel peut être, par exemple, le lien avec nos lycées pour que des gamins qui sortent du collège puissent avoir un véritable projet professionnel, soit sur de nouvelles filières, soit sur des filières déjà existantes, comme vous l'avez dit, des filières d'économie d'énergie, sur lesquelles, d'après mes informations, la France a un peu de retard. Voilà, je pense que la clause d'insertion, vous en avez parlé, elle est essentielle. Vous avez parlé de l'intégration des personnes en situation de handicap et je vous en remercie. Mais je pense qu'effectivement, ce projet doit être un projet collectif pour tout le monde. Quid du développement de l'apprentissage autour de ces projets importants qui vont jalonner le temps du projet de la Bourgogne. Quid de la clause d'insertion juridique et du lien avec les lycées de notre territoire et de la métropole pour pouvoir en faire en sorte que les gamins puissent trouver du boulot, comme vous le disiez fort justement. Alors, je me réjouis d'entendre parler du collège, de la relocalisation du collège, bien entendu qu'elle n'était pas terminée, et c'est l'occasion, puisque la publicité est un très tour des droits, de solliciter notre auditoire prestigieux pour leur dire que nous avons besoin de ce collège. Et je pense que c'est lors d'un dernier conseil municipal que nous avons parlé des sectorisations, de la sectorisation du collège, que nous avons abordé la possibilité de ce désenclavement du collège Mendès-France. Mendès-France est un collège qui n'est pas suffisamment fréquenté par rapport aux autres collèges du Tourcoing. Et je pense qu'il faut vraiment impliquer auprès de nos collègues élus, au niveau du conseil départemental, et peut-être que M. le préfet et les ministres peuvent sans doute aussi influer pour ça. Nous avons besoin de ce collège. Au niveau de la politique éducative, parce que moi je crois que dans ce genre de projet de rénovation urbaine, le développement social est essentiel. Et bien trop souvent, dans les délégations que j'ai pu animer, j'ai vu que le développement social était quelquefois un peu écarté de la rénovation urbaine. C'est-à-dire qu'on arrive avec 2 millions, il en faut, et c'est important, on arrive avec 2 millions, on construit, on réhabilite. Mais après, quid des politiques sociales qui coûtent, elles aussi, beaucoup d'argent. Et je pense que là, c'est une deuxième proposition, une deuxième demande que je fais à notre auditoire, pour que le développement social de ce quartier ne soit pas oublié. Monsieur Darmanin a dit que non, c'était un quartier pauvre, un quartier riche de ses habitants, riche de ses ambitions, riche aussi des engagements des habitants. Et je pense qu'il a vraiment besoin de ce composé social, puisqu'en termes au niveau de la politique sociale, on connaît bien que les indicateurs ne sont pas favorables. Une petite surprise, cependant, et je tiens à l'exprimer là ce soir. Nous avons un conseil municipal la semaine prochaine lors des commissions. Nous avons parlé du PPI des établissements scolaires.
On nous a parlé juste d'un groupe scolaire au niveau des quadrilatères des piscines. Sauf erreur de ma part, nous ne sommes pas sur le quadrilatère des piscines. Donc je souhaiterais vraiment qu'une délibération puisse rapidement être proposée et votée, je l'espère, par l'ensemble de nos collègues, pour que, effectivement, ce projet d'établissement scolaire, maternel et élémentaire de qualité puisse intégrer la rénovation urbaine de la Bourgogne, puisqu'on sait que c'est beaucoup plus facile après pour construire une école. J'ai juste entendu dire lors de la commission numéro 3 que par contre on allait fermer l'école maternelle Châteaubriand. Donc quid de ce projet? Que voulais-je dire encore? J'étais, je pense, assez exhaustive. J'ai parlé rapidement, tout le monde a bien pu me comprendre. Mais nous aussi, pour le groupe, pourquoi nous sommes attachés à la qualité de vie de nos habitants? Nous sommes attachés à ce que les gens puissent bien vivre ensemble, à la mixité sociale. Mais nous voulons aussi que le projet soit bien accompagné. Vous avez parlé de la politique de la concertation. La politique de concertation d'information et d'aide au changement va être longue. Je suis moi-même habitante de Lyon. Je peux vous dire que c'est très lent et que les habitants ne voient pas toujours le résultat des promesses qui ont été faites parce qu'il y a des choses qui sont invisibles pour des habitants qui ne sont pas techniciens de la politique de la ville. Voilà, j'en ai terminé mon intervention. Je vous remercie de votre attention. Oui, rapidement, Madame Gaudry, mais c'est d'évoquer une question, soit qu'on ait des réponses, soit qui ne sont pas forcément le cas de l'enjeu, même si évidemment on va pas s'y attache. D'abord, moi je suis d'accord avec vous, Madame Gaudry, c'est toujours long. Et c'est toujours décisif entre le moment où on annonce des choses et le moment où ça arrive. Vous évoquez Lyon, j'imagine que pareil, c'est décisif par rapport à ce qui avait été promis auparavant. Vous disiez que c'était le temps. Monsieur Droit a eu l'occasion de le dire, c'est sûr que Lyon, par rapport à ce qui a été évoqué depuis 15 ans, et ce qu'il y a aujourd'hui, notamment, voilà, très longtemps en avance, mais 15 ans particulièrement, puisque c'était déjà l'équipe à laquelle vous avez appartenu, la musique qui l'avait annoncé il y a une quinzaine d'années. Donc c'est vrai que c'est toujours très long. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que ce soit effectivement moins long. Ça, on est bien d'accord. Il y a des choses qui font que ça va changer. Notamment le fait que c'est compliqué à l'Union, ça dépendait beaucoup, notamment de la façon dont les trois villes travaillaient ensemble. Jusqu'à présent, je peux pas considérer, par M. Lézard, pour en parler avec moi, parce qu'il est encore plus impliqué dans le quartier de l'Union par les projets qu'il a, notamment par la dimension qu'il a à la métropole. Mais c'est vrai que c'est très déceptif. Si c'est facile, je suis bien d'accord avec vous, et on est heureux de. Je vais pas rester sur la forme du conseil municipal, je trouve qu'on a fait une promesse, c'était à la demande d'ailleurs de M. Lano. M. Lano ne peut pas être là ce soir, ça peut arriver à chacun. Alors, il a demandé au conseil municipal d'en parler 3 fois du projet de l'envoi. Il y a le travail qu'on fait ici dans le quartier, l'échange avec les habitants, on ne n'est jamais assez clair, on n'est jamais assez présent, c'est une évidence absolue. Même si on a ouvert les du projet, on essaye de faire un certain nombre d'échanges. M. Lano, il nous a demandé des débats, il a eu 3 fois. Je ne voudrais pas que l'auditoire qui ne suit pas habituellement le conseil municipal pense qu'effectivement c'est une présentation qui est précise. Et puis après, il a demandé à un conseil municipal spécifique. Et on a accepté un amendement de M. Lano pour qu'il y ait ce débat au conseil municipal. Il y a 2 ministres qui viennent pour en parler. Je pense que c'est un point important, notamment c'est que le ministre de Normandie est un point rassurant pour le financement, parce que tout ça se fait sans argent. Et je voudrais vous dire à Mme Gaudry que depuis 3 ans, votre question, c'est que vous n'aurez pas l'argent. Comment vous l'aurez? Là, on devrait s'en réjouir. Vous n'avez malheureusement pas un mot pour dire que c'est dommage, que vous n'avez pas les moyens de le faire. Moi, je remercie profondément le gouvernement, mais aussi tous les partenaires, ça a été dit, pour l'accompagnement, parce que c'est le plus grand projet national et on a besoin effectivement, dans le quartier, de beaucoup d'argent pour mener à bien des énormes constructions et des énormes reconstructions. Et je vois que c'est un projet qui est 15 ans. Je pense que l'essentiel sera fait dans les 5 ou 6 prochaines années. Mais effectivement, c'est un projet qui va transformer profondément notre ville et donc profondément le quartier. Et voyez-vous, on a 2-3 ans sur le sujet avec vous, heureusement que vous ne nous avez pas suivis. Parce que vous avez voté contre la délibération qu'on avait proposée pour qu'on change et qu'on n'aille pas dans le quartier des Palenfins, qui ne connaît pas les logements sociaux en nombre, contrairement à la Bourgogne, qui connaît deux opportunités. Si, vous avez voté contre Mme Gaudry, je me rappelle extrêmement bien, et mes fiches sont aussi à jour.
Et vous avez même pris une position en disant que vous pensez qu'il va y avoir refaire les équipements publics des Falopins, ce que vous avez refait, d'ailleurs on a refait les écoles. Les Falopins ont été refaites, après on a d'autres choses à faire. La place des Falopins va connaître un projet présenté au public dans quelques semaines. Donc je ne dis pas que Falopin, qui est un quartier très dense, très ouvrier, qui connaît ses difficultés aussi, il fallait faire des choses. Mais nous on pense que c'était effectivement à la Bourgogne qu'il fallait mettre les moyens. Parce que je pense qu'on n'aurait pas eu du tout les mêmes moyens. Bien sûr c'était plus dur, mais nous on est très heureux d'avoir porté ce projet ici pour les habitants parce que vous n'avez pas choisi ce quartier en rénovation urbaine. Et moi je trouve que c'est bien pour le fait parce qu'en fait quand on travaille ensemble, vous avez raison. Sur les transports, vous avez raison. Et j'ai eu l'occasion de dire, Madame Joly, que je pense que la métropole, plutôt que d'imaginer des lignes de tramway qui vont simplement vers un aéroport, ça n'a pas avoir son intérêt, je vais toujours pas dire, on est une métropole frontalière. Mais si on est une eurométropole, on y est avec Courtrai, avec Moucron, avec Tournai, il faut qu'on crée des lieux de transport. Aujourd'hui, les bus, c'est le seul lien qui nous mène avec la Belgique, ils s'arrêtent à une station à Ouest-Contour. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et bien sûr que la Bourgogne, qui est aujourd'hui la fin de la ligne de métro, peut être demain le centre de quelque chose. Et d'ailleurs, Tourcoing, pour regarder le cas, ça peut être la fin de la métropole. Mais ça peut être aussi le centre de l'Eurométropole. Puisque nous sommes la ville frontière, qui peut être le centre de toute une grande métropole européenne. Et vous avez raison, il faut ensemble se battre dans un prochain mandat communautaire pour proposer quelque chose. Alors, est-ce que c'est un train? Ceux qui pourront accéder à d'autres quartiers, parce que c'est que l'un des problèmes des faits par ce logement avant que je l'en fasse, c'est des gens qui disent moi je veux partir du quartier, pourtant j'aime bien, pourtant j'ai des moments heureux, pourtant c'est là où peut-être je suis né, mais c'est plus possible. Pour des questions d'insécurité, parce que je ne trouve pas de travail, parce que le voisinage est très mauvais, parce qu'il y a une difficulté à vivre dans un quartier plutôt qu'à d'autres, et parce qu'on a malheureusement organisé le fait qu'on a concentré les logements sociaux ici. Donc avant de donner une leçon de morale à Ville-en-Ferrain et à Rouen, qui doivent bien sûr construire des logements sociaux, il est tout à fait favorable, Tourcoing et tous ces quartiers, partout là où on habite, tous les Tourcoings, on doit accepter l'idée qu'on doit répartir les logements sociaux sur tout le quartier. C'est pour ça que le code réclame ici, madame, il y a 30% des logements sociaux. Et que ce n'est pas toujours facile de se dire, dans le centre-ville, on va mettre 30% de logements sociaux. Et ce ne sera pas évident, d'ailleurs, de le dire et de le faire. Mais nous le faisons et nous le ferons systématiquement. Et puis enfin, sur les écoles, vous avez raison. Nous avons rénové l'intégralité des groupes scolaires d'ici la fin du mandat, existants. C'est le cas notamment de l'école Camus. Je vous rappelle que nous sommes arrivés qu'elle a dévolé, et que nous avons construit, et que nous avons sécurisé. Mais c'est vrai que nous devons aussi travailler avec l'offre privée. Je le dis, nous sommes intervenus très fortement au début du mandat parce que l'association des écoles catholiques voulait partir avec Sainte-Clotilde. Je pense que ça aurait été une très mauvais signal pour le quartier que l'association catholique s'en aille, qu'il n'y ait plus Sainte-Clotilde. Ils ont accepté. Moi, je remercie les autorités diocésaines de l'avoir fait parce que c'est une mixité sociale qui est importante. Et puis, vous avez raison. Il y aura, de même qu'il y a une grande école, une construction d'école au centre-ville de Tourcoing dans le quadrilatère, il y aura un groupe scolaire à la Bourgogne. Il y en aura un. Et on aura l'occasion de présenter une délibération. Elle ne se fera pas au prochain conseil municipal pour répondre à la question. Elle se fera au début de l'année prochaine. Il y aura une délibération qui prévoira une nouvelle école, flambant neuve, moderne, qui permettra aux petits-enfants de la Bourgogne de vivre dans la même égalité républicaine que ceux-ci. Je suis d'accord avec le projet en gouvernement. Le sujet qui est posé, à mon sens, et que les habitants posent beaucoup, c'est, vous avez dit tout à l'heure, les habitants voulaient un projet économique et culturel. Et donc la question qui est posée, c'est pourquoi tant de destruction, pourquoi pas plus de réhabilitation? Parce que 1225 destructions sur 2400 logements, c'est absolument énorme. Donc, c'est absolument énorme. Et donc, les habitants, je suis allée au porte-à-porte cet été, et donc les habitants, je les ai rencontrés et j'ai demandé leur avis. Dans les 2 rues qui vont être rasées. Et donc, ils sont inquiets pour leur relogement. Alors, évidemment, c'est normal qu'ils soient inquiets pour leur relogement. Si on regarde un peu la situation sur la mer, la demande de logements sociaux est très forte, puisque les élus communautaires le disent eux-mêmes, et
et que sur 50 000 demandes de logements sociaux, seuls 12 000 sont satisfaits par an. Et que 57% des habitants de la Maine sont éligibles aux logements sociaux. Donc ma question à moi, je vous l'ai déjà dit, c'est où est-ce que vous allez les reloger, parce que ça fait beaucoup quand même, 225. Moi je ne parlerai pas de logement, je parlerai de famille. 1225 familles. Et donc c'est vrai que ça va changer la physionomie du quartier, puisque c'est énorme, c'est la moitié du quartier. Donc voilà. Et donc j'ai demandé à ces familles quels étaient leurs problèmes dans le cadre du relogement. Donc l'accès au relogement, je l'ai évoqué, va être restreint puisqu'on a du mal à trouver des logements sociaux. Donc j'ai entendu ce que M. Darmanin, ministre, vient de dire, parce qu'on a déjà posé la question 3 fois, puisqu'il y a déjà eu 3 conseils municipaux, vous l'avez évoqué, et j'ai voté contre 2 délibérations, celle sur la concertation, puisque les habitants vont avoir 3 choix seulement, et ça me semblait un peu court, compte tenu de la question du nombre de logements sociaux qui existent sur l'agglomération, parce que ça pose la question aussi du prix du logement dans lequel ils vont arriver. Et la deuxième chose, c'est que j'ai voté aussi sur la déconstruction anticipée, parce que je ne comprenais pas pourquoi on pouvait déconstruire de manière anticipée, alors que nous n'avions pas encore eu l'élaboration du projet global de l'ANRU et les financements qui vont avec. Parce que c'est une question importante, les financements ont été annoncés après, alors que la déconstruction était déjà annoncée chez les habitants. Et sur le relogement, il doit prendre en compte les situations familiales des familles telles qu'elles sont, avec leurs enfants majeurs qui vivent chez les parents, ou les familles seules avec beaucoup d'enfants, et ne pas rompre l'exercice de la solidarité familiale entre générations qui vivent parfois dans le même genre, avec papy-mamie, ça arrive. Alors il faut faire attention comment on va travailler avec les familles. Je l'ai rencontré, comme je l'ai déjà dit, aucune famille en surnombre dans le logement. Donc lors du conseil municipal, j'ai voté contre la question de la concertation avec les habitants, puisqu'ils n'auront droit qu'à 3 choix. Et je confirme, j'ai confirmé ce choix. Madame de Cléa, oui. vous pouvez poser votre question. Oui, je vais la poser, mais j'ai déjà posé. J'ai déjà posé, puisque j'ai posé la question de la réhabilitation. Pourquoi tant de destruction? La deuxième chose, c'est que la destruction immédiate de bâtiments avec des commerces, comme le bureau de poste dans la phrase 1, va se faire alors que la reconstruction du lieu où il va y avoir les commerces n'est pas faite. Et mon inquiétude, c'est que le bureau de poste ferme alors que le lieu pour le reconstruire n'est pas décidé et que les habitants vont devoir aller ailleurs à la Croix-Rouge, déjà bien surchargés. Et donc je voulais avoir la certitude, avant de donner mon accord à un projet en rue, que le bureau de poste sera bien reconstruit à la Bourgogne, parce que plusieurs fois il a déjà été fermé et que c'est compliqué et qu'il a déjà été fermé plusieurs fois. Donc ce n'est pas par méfiance sur le projet, mais c'est bien en réponse à des questions concrètes que je voudrais avoir, que j'ai posées voilà, par rapport au traitement des habitants. D'accord. On va vous répondre. Monsieur Defray. Monsieur le maire, merci Madame de Clerc pour votre question, et donc nous avons effectivement souhaité rappeler les règles au logement. Avec Jean-Marie Pustecker, d'ailleurs, je m'étais convenu à la première réunion organisée par les bailleurs, donc l'OGIA et LMH, pour rappeler les questions du relogement. Je rappelle que le processus de relogement est un processus extrêmement encadré, qui est encadré par le règlement général de l'ANRU d'une part, et puis aussi par une convention métropolitaine, donc votée à l'échelle de la Maine. Processus très encadré, je le rappelle ici pour l'ensemble de l'auditoire et pour le public. La première étape, c'est un représentant de bailleur me rencontre chez moi. C'est des entretiens individuels où je discute de ma situation de relogement, de mon logement, de mes besoins. C'est un entretien auquel nous n'avons pas accès, qui est complètement anonyme. Nous avons des données statistiques, mais absolument pas les profils des gens qui ont été rencontrés par le bailleur. Donc d'une part l'OGIA, d'autre part LMH. C'est un entretien qui se passe, mesdames et messieurs, à votre domicile, pour comprendre en fait, pour mieux connaître vos revenus,
votre cible, et donc je le refuse. Auquel cas, votre bailleur peut faire une deuxième, puis voire même jusqu'à une troisième proposition. Quand la situation se complique un peu plus, il y a ce qu'on appelle l'interbaillerisme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes locataire du loggia que vous serez locataire du loggia à vie. Et donc, il y a des commissions de travail, des groupes de travail interbailleurs pour essayer de trouver à l'échelle du périmètre qui vous intéresse le logement qui vous convienne le mieux. Et donc, les bailleurs, effectivement, peut-être loggia, peut-être récupérer X locataires de LMH, mais aussi de Partenor, mais aussi de IA3F, qui sont les 4 bailleurs qui déconstruisent à l'échelle de la métropole. Et donc l'idée, c'est bien de proposer le logement le plus adapté. Il y a un accompagnement social spécifique dans le cadre de l'ANRU pour les locataires, notamment dans leur démarche, parce que effectivement, le changement, c'est toujours compliqué, ça peut être brutal, surtout qu'on a depuis des années dans son logement. Et puis voilà. Et puis enfin, il y a votre chargé de relogement, donc c'est toujours votre interlocuteur de bailleur, qui dans 6 mois ou 6 mois revient vers vous pour connaître votre satisfaction quant au relogement, satisfaction ou l'insatisfaction. Donc, pour aussi rassurer l'ensemble de l'auditoire, la loi et l'ANRU oblige à respecter les critères pour s'assurer que le futur loyer sera compatible avec les moyens d'effort du ménage. En gros, c'est, le bailleur pourrait vous proposer un logement, mais si le logement aide déduite, APL, fait qu'à la fin vous ne puissiez plus manger, tout simplement, y vivre, c'est clair, c'est des logiques, des règles. Donc voilà. Les bailleurs, naturellement, se chargent de l'appliquer. Tout comme, alors on parle de loyer, et quand on parle de reste à vivre, on parle de loyer et des charges. Et ici, à la Bourgogne, vu l'état de certains bâtiments, les charges, notamment de chauffage, sont tellement énormes que là où ça devrait vous coûter 50 € par mois, ça vous en coûte plus 150. Parce que c'est une façon énergétique. Et j'en viens à votre deuxième point sur pourquoi il y a eu des déconstructions anticipées. Parce qu'en accord avec les bailleurs, avec l'ANRU et la volonté politique exprimée par la municipalité, ces deux bâtiments ont paru, parce que ce sont des pathologies de bâtiments, c'est-à-dire sur des bâtiments qui sont sur des passoires énergétiques. Et il est urgent de les déconstruire, et puis aussi, on va dire les choses, il y a aussi des questions de sûreté à l'échelle. Dernière décision, Madame de Clèves, la Poste. Il n'y aura pas de fermeture du bureau de poste dans le quartier de la Bourgogne, je peux vous l'assurer. Merci, Monsieur Lefebvre. Avant de laisser Madame, tout simplement vous y rappeler, vous avez connu, c'est vous qui étiez des acteurs, et là vous pouvez vous féliciter pour une action positive qui était quand même des rencontres. On fait rencontre, c'est pour ceux qui sont en main, qui étaient dans la difficulté, mais aller voir les locataires, aller voir les habitants maintenant, vous serez aussi enchanté que on va ensemble, c'était un mal pour un. Monsieur Darmanin, la conclusion. On va simplement remercier nos deux ministres qui ont été patients, qui nous ont apporté l'écoute des financements. Même pour ça, d'ailleurs, même à la limite, s'il y a vraiment l'écoute, un peu plus de financement. Remercier tous les services de la ville. Et je voudrais d'abord remercier les